et bienvenue à Paranormalité. Cette semaine, nous parlons des objets volants non identifiés, plus connus sous le nom d'OVNI. Dans les années 70, l'organisme UFO Québec a mené une large enquête qui a révélé, grâce à un calcul orthogénique, que le Mont-Saint-Hilaire était le point focal de multiples observations de passages d'OVNI au-dessus du Québec. Vrai ou faux? À vous d'en décider. Pourtant, au fil des années, plusieurs citoyens vivant aux alentours ont révélé avoir vu de leurs propres yeux des soucoupes volantes voler au-dessus du Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Lambert, depuis quand parlons-nous d'apparition d'OVNI au-dessus du Mont-Saint-Hilaire? Au-dessus du Mont-Saint-Hilaire, ça a commencé vers les années 1970. Mais disons, entre parenthèses, que des ovnis, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Si vous regardez l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a des soucoupes volantes à certains endroits dans l'Ancien Testament. Et puis, au cours de l'Antiquité, le Moyen Âge, il y a des récits qui montrent vraiment là, des ovnis, enfin, des objets qui ressemblent à des soucoupes volantes, disons. Et il y en a tout au long de l'histoire. Et en ce qui concerne le Québec, et le Mont-Saint-Hilaire en particulier, c'est dans les années 70 que ça a commencé à prendre de l'importance. Parce qu'il y a eu de plus en plus de témoignages de passages d'objets volants non identifiés au-dessus de différents villages. Et au cours de ces années-là, les années 70 et 80, on a commencé à faire une recension de tous ces passages d'objets au-dessus des villages pendant la nuit. Et on a remarqué finalement que, mettons, un objet volant non identifié passait au-dessus de Latuc à 1h25. Et à 1h35, il y avait un objet au-dessus de Trois-Rivières. Puis à 1h45, au-dessus de l'autre bord, à Nicolet ou ailleurs. Ça fait qu'on a commencé à voir qu'il y avait c'était peut-être le même objet qui passait d'un endroit à un autre. Et c'est ainsi que on a pu établir qu'il y avait comme des lignes de passage à la suite de toutes les personnes qui déclaraient avoir vu des objets volants non identifiés pendant la nuit. On établit des lignes de passage à travers le Québec. Et il y a eu un organisme qui s'occupait des objets volants non identifiés qui a fait des recherches très fouillées et s'est rendu compte qu'au cours de ces années-là, 70-80, il y avait 7 grandes lignes de passage qui avaient été établies à travers le Québec. Et ces lignes de passage-là se croisaient toutes au-dessus du Mont-Saint-Hilaire. C'est ça qui est renversant. Comment ça se fait que ça se croisait au-dessus du Mont-Saint-Hilaire? Et évidemment, on a tenté d'établir des raisons, des explications à ce fait-là, que c'est au Mont-Saint-Hilaire que les lignes en question se croisaient. Bien, je pense que la raison, il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est qu'au Mont-Saint-Hilaire, on trouve plusieurs minéraux très, très rares qu'on rencontre nulle part ailleurs. Il y a des minéraux au Mont-Saint-Hilaire qui servent dans la fabrication des capsules spatiales. Donc, c'est des minéraux permettant d'obtenir des métaux très rares et d'une très grande résistance, très grande qualité. C'est une des raisons, je pense bien, pour lesquelles des soucoupes volantes passeraient au-dessus du Mont-Saint-Hilaire. Il y a une autre raison, c'est l'uranium. On a retrouvé de l'uranium au Mont-Saint-Hilaire et c'est une substance très rare, très importante pour la radioactivité. Donc, c'est une autre explication qui amènerait des objets volants non identifiés à circuler autour du Mont-Saint-Hilaire. Sans compter, bien sûr, le magnétisme, parce qu'une grosse masse comme le Mont-Saint-Hilaire, comme d'ailleurs n'importe quelle haute montagne, entraîne une déviation des lignes magnétiques sur le globe. Selon le site Internet de l'organisme OVNI Alert, le phénomène aérospatial non identifié, plus communément appelé un PAN, aurait été observé à Boucherville pendant 5 minutes le 4 janvier dernier par une employée d'entreprise localisée dans le secteur industriel de Boucherville. D'après l'événement rapporté par Yann Vadnet, technicien et enquêteur certifié d'OVNI Alert, c'est en se rendant au travail ce matin-là, vers 6h20, que la femme aurait aperçu un étrange ovni vert et lumineux qui flottait au-dessus du quartier alors que le ciel était encore noir d'avant l'aurore. La femme aurait constaté que ce pan se projetait de gauche à droite sur une distance évaluée après coup à 300 mètres. Elle se serait stationnée et empressée de sortir de son véhicule pour mieux voir l'apparition incompréhensible.
À sa grande surprise, l'OVNI se serait immobilisé sitôt qu'elle aurait claqué la porte de son véhicule, ce qui lui aurait laissé le temps de bien l'observer. Le pan serait resté stationnaire pendant environ 2 minutes à une hauteur semblable aux petits avions qui circulent alentour. Soudainement, il se serait précipité à toute allure vers le mont Saint-Bruno, situé à 9 km de là. La femme a confirmé que le pan s'était élancé à une vitesse époustouflante et semblait s'être éteint au cours de sa trajectoire, soit après 2-3 secondes. Elle a de plus décrit que la chose en question avait un peu la forme de la marque de commerce Nike. Selon le site ovnialert.com, l'événement n'a été rapporté que par un seul témoin et aucune photographie n'a été prise qui pourrait confirmer visuellement l'apparition. L'organisme ne remet pas en question le témoignage de cette femme. Toutefois, aucun suivi n'a été encore publié sur le site Internet. Monsieur Guilbeault, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous en êtes venu à photographier des objets volants non identifiés? Certainement. C'est que moi, je tenais à immortaliser derrière la maison ici parce que c'est la terre de mon beau-père au départ. Et puis, il y a un développeur qui est censé y construire des maisons. Alors, ce que j'ai fait, j'ai profité d'une journée justement où le ciel était magnifique parce qu'il venait de passer un orage sur l'est de Montréal et le ciel avait une belle couleur. Alors, j'ai dit, garde, c'est le moment de prendre des photos. Alors, j'ai ouvert la fenêtre. Il pleuvait un petit peu parce qu'on voit des petits grains de pluie sur la photo. Et puis, mais par contre, moi, j'étais à l'intérieur, alors ça ne nuisait pas pour la caméra. Alors, j'ai pris quelques photos. Et puis, j'ai continué à faire autre chose. Et bon, c'est le soir que j'ai mis mes photos sur l'ordinateur, sur Picasa. Et puis, là, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'un peu curieux sur une des photos. Alors, pensant que c'était le toit d'un silo orange ou quelque chose comme ça. Et finalement, quand j'ai grossi la photo, je me suis rendu compte que cet objet-là n'était pas quelque chose de immobile comme un silo, par exemple, ou le toit d'une maison, mais c'était bien suspendu au-dessus des arbres. C'est là que j'ai découvert le deuxième objet et ensuite le troisième objet. Les gens de mon entourage proche, ils ne se sont pas moqués de moi. Ils ont dit, regarde, s'il y a quelque chose, effectivement. Parce que la beauté de l'affaire, c'est que j'avais quelque chose j'ai quelque chose de matériel, de palpable, de visible avec nos sens. Mais les gens ont très bien réagi autour de moi. Puis j'en ai même parlé à des personnes qui m'ont dit en avoir vu eux-mêmes, mais qui n'avaient aucune preuve tangible, comme moi j'en ai une, mais qui en ont vu ici à Saint-Marc à différentes époques. J'ai pas pensé appeler à l'aéroport de Belleuil ou à Saint-Hubert pour savoir s'ils avaient eu quelque chose sur le radar. Et puis, quand j'y ai pensé, c'était quelques semaines après, il était trop tard, je pense. J'ai pas pensé appeler les autorités non plus, mais je suis allé, j'ai trouvé un site qui s'appelle OVNI Alert, et puis qui est dirigé par François Bourbeau à Montréal. Il a accepté de me rencontrer, puis je lui ai montré la photo. Et puis, bon, selon lui, selon les premières expertises, c'est bien des ovnis. Dans le sens que on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est pas des avions, c'est pas un hélicoptère, c'est pas. Il n'y a rien de tout ça, là. Monsieur Bourbeau, bonjour. Bonjour ou bonsoir à cette heure-là. Oui. Pouvez-vous nous expliquer OVNI Alert, comment ça a démarré? OVNI Alert, d'abord, ça a débuté en 1985, tout simplement à la suite de mon implication au sein d'une association que j'avais fondée déjà
en 1979 au Québec, qui s'appelait, c'était long, là, la Centrale de compilation ufologique du Québec, incorporée, alors la CCUQ. Un organisme également qui avait comme charge de, enfin, récupérer toute l'information en provenance de témoins, afin de la colliger, la construire de manière à la rendre en langage formel, en statistique, pour informatiser les données et essayer d'en extraire une information autre que simplement un verbatim là, de témoignages de gens qui, sur une petite cassette, nous livrent ce que ces gens-là disent avoir vu dans le ciel. Nous, ce qui devenait à ce moment-là essentiel, ça l'est encore aujourd'hui, c'est d'arriver à faire parler les chiffres. Est-ce qu'on peut anticiper une observation OVNI parce qu'on sait que ça se manifeste par vagues? Alors, notre objectif, et ça l'est encore, c'est d'arriver par la statistique annuelle à quantifier les observations et de voir s'il y a une possibilité de faire parler ces chiffres et d'anticiper les prochaines vagues d'observations, non seulement dans le temps, mais aussi dans le lieu, c'est-à-dire de pouvoir localiser l'endroit où les chances sont les plus grandes que l'on puisse voir un OVNI apparaître pour qu'ensuite on puisse déjà être sur place avec nos équipements pour documenter, capturer en image le phénomène. Mais au niveau de mon hypothèse de travail, encore une fois, c'est l'art de mettre de la compétence dans son autorité en prenant le temps de bien travailler à colliger de l'information. On finit par constater qu'il y a des constances dans les témoignages. Et ce que moi, j'ai pu constater au fil du temps, c'est cette grande quantité de témoignages où les gens, surtout pour les cas de rencontres rapprochées de troisième type, on parle ici, selon la classification de Joseph Allen Hynek, de la présence d'entités humanoïdes, où on présume qu'il s'agirait ici des pilotes de ces ovnis. Beaucoup de témoins vont nous rapporter la présence de ces humanoïdes, je préfère l'expression que de dire des extraterrestres, parce que déjà, c'est d'accepter l'idée qu'ils viennent d'ailleurs, d'une autre planète. Alors, humanoïde, c'est neutre. On ne dira pas déjà d'où ils viennent, on ne sait pas, on le cherche. Et on rapporte ces présences sans la nécessaire occupation dans l'environnement de l'OVNI. Alors, j'avais dit en boutade à l'émission, tout le monde en parle, ils ne sont quand même pas partis à pied de leur planète venir nous visiter. Mais il y a un paquet d'autres facteurs, entre autres, qui rentrent en ligne de compte, dont, entre autres, l'aspect de l'OVNI est capable de se dématérialiser et se rematérialiser, comme ça à la vue des témoins. Ce qu'avait dit d'ailleurs Michel Barrette pendant qu'il disait, lorsqu'il était sur le navire, là, en mars 2007, qu'il avait vu l'objet devant le navire, puis, à côté du navire, et dans quelques secondes, flac, est réapparu devant le navire. Il n'avait pas vu le déplacement s'effectuer. Alors, cette capacité qu'a l'OVNI de se dématérialiser, se rematérialiser, des témoignages que l'on a, les gens ne nous disent jamais voir l'OVNI arriver du ciel, se poser, les êtres font ce qu'ils ont à faire, et repartent vers le ciel. On entend rarement ça. La personne va plutôt s'affairer, elle regarde la télé, il y a un petit carré de fenêtre juste là, tourne sa tête, il n'y a rien, regarde la télé, retourne sa tête, hop, l'objet est là, il est apparu, instantanément. C'est ça la matérialisation soudaine de quelque chose. Ça va perdurer quelques minutes et ça se dématérialise, ça disparaît, pof, il reste un petit nuage, un fiume, une fumée, et au gré du vent, cette fumée va se dissiper. Cela dit, moi, ce que j'ai découvert, c'est d'appliquer donc cette compréhension qui m'est apparue où il y a des ovnis parfois qui sont dans le ciel et que les radars ne les voient pas. Et puis d'autres temps, les radars les voient. Alors je me suis dit, on sait que l'objet est physiquement réel. Comment se fait-il que tantôt le radar le détecte et tantôt il ne le détecte pas? J'en suis donc arrivé à me fabriquer une idée où je me suis dit peut-être qu'il existe des corridors spatio-temporels où lorsque l'OVNI, l'intelligence à l'intérieur de l'OVNI actionne le mécanisme qui rend l'OVNI visible, crée une cassure spatio-temporelle dont l'espace de ça est sans doute fini, à des contours finis. Et l'idée m'est aussi venue parce qu'on a des corridors maritimes, on a des corridors aériens, on a des corridors pour les autoroutes, les routes, pour les autos, c'est des autoroutes. Alors je me dis, le meilleur moyen de le vérifier, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est d'instruire la population à mieux réagir en présence d'un OVNI. Il faudrait être 3, placer un témoin au centre, un à droite, un à gauche, et c'est les 2 autres qui doivent perpendiculairement à la présence de l'OVNI
si celui-ci était au sol, par exemple. Ce serait la condition idéale. Là. Justement, on ne peut pas les commander. Placez-vous parce qu'on veut vérifier quelque chose. Il faut faire avec. Alors, si on pouvait dire à ces deux autres témoins de se déplacer, perpendiculairement donc à la présence de l'OVNI, on fait un T, les deux témoins se déplacent, je suis à peu près certain qu'à une limite maximale, ils vont arriver à pouvoir déterminer ce corridor où, avec seulement leur tête, ils vont pouvoir faire ceci. L'OVNI va, sinon disparaître, à tout le moins changer tellement de forme qu'ils vont avoir l'illusion d'assister à un phénomène naturel, aurore boréale, autre chose. Mais en déplaçant leur tête de l'autre côté, ils vont revoir la forme de l'OVNI telle que le témoin demeuré au centre la décrit, cette forme. Il faut en venir à la conclusion que c'est l'énergie. On sait que les ovnis dégagent des micro-ondes pulsées, mais on ne connaît pas l'effet des micro-ondes pulsées dans le cortex cérébral humain. Mais c'est difficile de travailler en ufologie parce qu'on le fait sans moyens, sans argent. On n'a pas accès à des laboratoires bien équipés pour mettre à l'épreuve les échantillons, les données qu'on a recueillies. Et on n'a surtout pas l'aide dont on est en droit de s'attendre de la part de personnes hautement qualifiées dans leur domaine respectif parce qu'il y a les préjugés, parce qu'on se dit que ça ne vaut pas la peine et parce qu'on se dit, bien, de toute façon, à quoi ça sert? Ben, on manque d'originalité, là. Il faudrait peut-être se faire aller un peu plus les méninges. Alors, moi, je rêve du jour, et probablement que ça va arriver après ma mort, mais ils taperont dans mes dossiers, ça sert à ça, je veux créer un musée pour les générations à venir, et les gens comprendront que, ben, si je me trompe, je me serais trompé, bon, qui n'essaie rien de rien, mais au moins, je suis un de ceux ici au Québec qui essaie, qui propose des hypothèses de travail dans le but d'en fabriquer des théories. L'affaire Roswell est sans doute le cas en matière d'OVNI qui a le plus passionné le public et remporté un franc succès. En effet, des dizaines de livres ont été publiés sur le sujet et les télévisions du monde entier y ont consacré des heures de reportage. La ville de Roswell compte aujourd'hui 2 musées sur les extraterrestres et un marchandage énorme s'est créé autour du mythe des petits hommes verts. Étudier l'affaire de Roswell est très délicat aujourd'hui puisque plusieurs versions existent, en plus des nombreux canulars qui ont été inventés autour de cette histoire, sans parler des affrontements entre les croyants et les sceptiques. Rappelons-nous un peu l'histoire de Roswell. Le mercredi 2 juillet 1947, William McBrazel, propriétaire d'un ranch au Nouveau-Mexique, entend une grande explosion au cœur d'une nuit orageuse. Le lendemain, en promenant ses chèvres, il découvre un tas de débris éparpillés sur une grande zone. Surpris par l'aspect de ces débris, il en ramasse quelques-uns qu'il ramène à son ranch, les montre à ses voisins et à sa famille. Le dimanche 6 juillet, il va avertir le shérif du comté de Chaves, George Wilcox, qui avertit alors la base militaire de Roswell. Le lendemain, 2 militaires se rendent sur les lieux du crash, qui inspectent les débris. Les 2 hommes ramènent quelques échantillons à la base. Le 8 juillet, le périmètre du crash est bouclé. Des débris sont ramassés et emmenés à la base de Roswell. Ce même jour, l'armée publie un communiqué officiel annonçant qu'elle serait en possession de débris d'origine extraterrestre. Cette déclaration émane de William Blanchard, le commandant de la base de Roswell, et entraîne immédiatement une effervescence de toute la presse du pays qui se rue dans la région. Toutefois, quelques heures plus tard, un second communiqué est diffusé sous l'ordre du brigadier général Roger Ramey, qui annonce que le colonel Blanchard s'est trompé et qu'après examen des débris, il ne s'agirait non pas d'une soucoupe volante, mais des restes d'un ballon météorologique couplé à un réflecteur radar. Ce communiqué satisfait la presse et l'incident de Roswell tombe dans l'oubli. C'est peu de 30 ans plus tard que l'affaire rebondit lorsque Charles Berlitz, linguiste et écrivain américain, et l'ufologue William Moore publient en 1980 un livre basé sur une enquête minutieuse réalisée à partir du milieu des années 70. Ils ont réussi à trouver des témoins de l'époque et ont reconstitué une histoire où il serait question de soucoupes volantes et d'extraterrestres et non pas de ballons météo. En mai 1995, le producteur Ray Santilli affirme posséder une preuve visuelle du crash extraterrestre de 1947, soit une autopsie filmée d'un des corps récupérés après le crash. À la suite de la diffusion de ce film, une partie de l'opinion publique en est venue à croire à un complot militaire pour taire la vérité. Un nouveau rebondissement a cependant eu lieu. Le film était un faux et la thèse des petits hommes verts tombe à l'eau. Officiellement, la thèse du ballon top secret est celle qui prévaut. Paranormalité vous offre des références sur plusieurs thèmes insolites.
Vous rencontrerez des spécialistes dans leur domaine qui vous aideront à vous forger votre propre opinion face à l'inexpliqué. Y croirez-vous? Moi, je dis que oui. Pas n'importe comment. Et certainement pas à la lumière des émissions auxquelles on a accès pour l'instant au Québec. Parce que le plus grave des problèmes actuellement, moi je vais vous le dire où il se trouve, c'est que les décideurs font l'erreur de toujours mettre à la direction, à la barre d'une émission, des vedettes connues. Alors qu'ils devraient placer à la barre d'une émission une personne qui connaît le sujet. Parce que celui qui pose les meilleures questions, c'est toujours celui qui connaît d'abord les réponses. Le jour où le décideur, ce que j'appelle le poussé de crayon, là, va être capable de comprendre l'importance de ça, ça va commencer à changer au Québec. Est-ce que la population est éducable? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle s'intéresse au sujet. Pourquoi? Parce que c'est les gens, c'est monsieur, madame, tout le monde qui voit des ovnis. Et que tu sois juge, notaire, avocat, pilote, contrôleur aérien, ministre, sous-ministre, premier ministre, président des États-Unis, et c'est déjà arrivé à Jimmy Carter, entre autres, et il y en a eu d'autres, personne n'est à l'abri de l'accident, c'est-à-dire d'être placé au bon endroit, au bon moment, pour être témoin d'une manifestation d'un ovni. Malheureusement, les gens ne savent pas quoi faire lorsqu'ils en voient un. Qui on appelle? Centrale d'urgence 911? Les policiers? Une ambulance? L'hôpital? La radio? Les forces armées? Tour de contrôle? Aucune de ces réponses n'est bonne. Parce qu'ils n'ont pas le mandat d'étudier les ovnis, ce n'est pas leur job. C'est ce que j'ai découvert après bientôt 37 années de recherche. Il faut contacter un centre comme le réseau OVNI Alerte ou l'AQU ou Jean Cazot à Québec. Il n'y en a pas une tonne là, au Québec. Il faut appeler les spécialistes qui se chargent d'étudier les ovnis. Je travaille là-dessus au niveau d'Ottawa, entre autres. On doit rencontrer prochainement le ministre de la Défense pour instaurer un système comme celui-là, pas justement au Québec, dans tout le Canada, pour que l'on puisse ne pas en manquer une. Ça veut dire ne pas en manquer une, c'est ne plus jamais manquer une seule observation. Pour que tout le monde, quand il voit qu'il y ait un seul numéro de téléphone en tête, une seule adresse web en tête, un seul groupe en tête, ils appellent là, on sait ce qui se passe, et le groupe gère ensuite les techniciens enquêteurs accrédités, formés et payés pour faire le travail. Et là, on va régler le problème des ovnis parce qu'on va s'en occuper. Là, on ne s'en préoccupe pas et on s'en occupe pas. C'est sûr qu'il n'y a pas de résultat au bout et la science faisant pas son travail, on laisse toute la place à de la récupération ésotérique. Alors, c'est pour ça que c'est mal vu, c'est mal saisi, mal compris et que ça part dans toutes les directions au niveau du traitement médiatique. Il faut que ça cesse. Vous le savez, hein? Le Mont-Saint-Hilaire, c'est un endroit bien mystérieux. Il y a de l'uranium, du niobium, toutes sortes de minéraux très, très rares qu'on rencontre seulement dans les carrières du Mont-Saint-Hilaire. C'est une montagne quand même massive qui a un effet sur le magnétisme terrestre. Alors, c'est pas pour rien que les soucoupes volantes, les ovnis, ont été attirés par le Mont-Saint-Hilaire. Au moment où il y en avait beaucoup dans les années 70-80, toutes les soucoupes volantes qui passaient par le Québec survolaient le Mont-Saint-Hilaire à cause des richesses qu'on rencontre là. Il y a un organisme qui s'était rendu compte qu'il y avait 7 grandes lignes suivies par les soucoupes volantes. Et ces 7 grandes lignes-là se rencontraient au-dessus du Mont-Saint-Hilaire. C'était le nombril. Le nombril des soucoupes volantes du Québec. Et il y a un expert qui est arrivé, dénommé Richard Glenn, qui a dit « Je prévois qu'il va y avoir une rencontre du 3e type au-dessus du Mont-Saint-Hilaire. » C'était en 81. Il y a 600 personnes qui sont allées là. Hélas, il y avait plein de nuages, il pleuvait. Mais il y en a qui ont vu des lumières à travers les nuages. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? On ne sait pas. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y avait de plus en plus de soucoupes volantes à cette époque-là.
on les voyait pas seulement la nuit, mais en plein jour. Il y avait des soucoupes volantes qui passaient au-dessus de Belleuil, de Saint-Hilaire, d'Otterburn Park. Les gens levaient la tête et en voyaient. C'est pour vous dire, hein? Il y en avait beaucoup. Et puis, le fameux Richard Glenn a découvert, puis il nous a renseigné là-dessus, que les conducteurs de ces soucoupes volantes-là étaient des intraterrestres. Ils habitaient le centre de la Terre. Et les intraterrestres, c'est des gens qui ont été punis pour avoir fait des mauvaises choses. Ils ont été précipités dans le centre de la Terre. Et puis, le Mont-Saint-Hilaire, c'est une des portes par où ils peuvent s'échapper du centre de la Terre. Alors, ils peuvent surgir du Mont-Saint-Hilaire et prendre leur soucoupe volante pour voyager dans les environs. Alors, vous voyez à quel point, finalement, le Mont-Saint-Hilaire est un endroit important en ce qui concerne les ovnis ou les soucoupes volantes. C'est un endroit vraiment fondamental. C'est par là que passent toutes les lignes de soucoupes volantes. Les ovnis et leurs multiples apparitions dans la vallée du Richelieu resteront probablement un mystère pour plusieurs d'entre nous. Sur ce, si vous avez l'occasion de vous promener la nuit en direction du Mont-Saint-Hilaire, surtout gardez les yeux grands ouverts, on ne sait jamais, vous pourriez être témoin de visites étranges. À la semaine prochaine! Le fait de communiquer avec l'au-delà, de communiquer avec des êtres de lumière, des êtres chers décédés, des anges, des archanges, crée une fascination chez l'être humain. Les gens ont besoin de communiquer avec l'au-delà. Sentez-vous à l'aise de communiquer avec eux?